Donc, je disais que l'année 2020 qui s'achève va rester comme une année de grands bouleversements. Elle aura été particulièrement secouée par la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, par la pandémie de Covid-19 et tout récemment par la saga des élections américaines. Alors, nous avons avec nous la chance d'avoir deux grandes personnalités, Monsieur Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, le président Jean-Louis Chaussade, ancien président du groupe Suez. Et donc, je me tourne vers Jean-Pierre Raffarin en premier lieu. Monsieur le Premier ministre, comment voyez-vous l'impact de ces élections américaines sur notre sujet, c'est-à-dire sur les rapports entre l'Europe, la Chine, les États-Unis, entre l'Europe, pardon, entre les États-Unis et l'Europe, les États-Unis et la Chine, et la relation triangulaire entre les trois. Comment voyez-vous cela, Monsieur le Premier ministre? Merci, Monsieur l'ambassadeur. Je salue toutes et tous les participants, les personnalités qui nous accueillent, qui se sont exprimées et celles qui vont s'exprimer. Et je me réjouis de cette initiative pour la 3e année. La continuité dans ce genre de réflexion me paraît nécessaire, surtout avec un pays comme la Chine où nous avons besoin de temps pour à la fois comprendre, discuter, échanger, voire négocier. Donc, il est clair que ce genre d'échanges sont pour nous tous très importants. Merci donc à tous les organisateurs. Et je suis heureux de retrouver le président Jean-Louis Chaussade, qui préside le comité France-Chine et qui donc a sur tous ces sujets une profonde et large compétence. Alors très rapidement, ce que je crois, c'est que avec Biden, ça va aller un peu mieux qu'avec Trump. Les Chinois vous disent toujours, c'était un président chinois qui m'avait dit ça, un bon ami est un ami prévisible. Trump n'était pas prévisible et ça leur posait beaucoup de difficultés. Dans un webinaire précédent, nous avons eu une information qui nous disait par exemple que les Chinois avaient travaillé très sérieusement le scénario selon lequel il pouvait y avoir un voyage de M. Trump à Taïwan et comment devait-il réagir éventuellement de manière sévère. Donc tout ça pour dire qu'il s'attendait à tout avec Trump. Et donc on était à la fois dans de l'imprévisibilité et de la nervosité. Avec Biden, on retrouve là des processus plus prévisibles, monsieur l'ambassadeur, des processus plus diplomatiques. Donc je pense que ça peut conduire à un certain apaisement dans la forme et dans une baisse de la nervosité. Néanmoins, la guerre froide est durable. Pourquoi? Parce que c'est le numéro 1 qui s'inquiète de la montée du numéro 2 et que le numéro 2 qui veut toute sa place. Dans ce contexte-là, il n'y a pas de raison que ça change durablement et donc on reste dans cette situation de tension. On le voit, on a eu des tensions très fortes sur le commerce, puis sur la technologie. Et on voit aujourd'hui, naturellement, que les choses se précisent aussi, par exemple sur les questions monétaires qui vont prendre de plus en plus de place avec l'internationalisation de la monnaie chinoise. Et donc, on voit bien que peut-être se poseront aussi des questions comme l'extraterritorialité des lois. Les États-Unis nous imposent des rapports de force que peut-être l'extraterritorialité des lois chinoises nous imposera un jour. Donc tout ça pour dire que ce contexte est un contexte durable de tension internationale entre la puissance numéro 1 et la puissance numéro 2. Donc, pour cela, ça veut dire plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on va continuer à être dans un système globalement assez tendu, voire conflictuel, avec des sujets très opérationnels. On a vu que la question de la 5G, par exemple, qui est posée. Et dans ce contexte-là, nous risquons vraiment d'être pris entre le marteau et l'enclume, entre les deux enclumes ou les deux marteaux. Donc, nous sommes là dans une situation où, premièrement, il nous faut penser à la souveraineté européenne et donc d'essayer de voir comment, dans ce monde de rapports de force, nous sommes capables d'avoir un rapport de force et donc de pouvoir discuter avec les uns et les autres pour revenir à ce qu'était, je dirais, la vision gaullienne de la politique étrangère, c'est-à-dire de pouvoir parler à tout le monde
parce qu'on défend une forme d'indépendance, donc une indépendance vis-à-vis des États-Unis, une indépendance vis-à-vis de la Chine, donc la capacité de souveraineté. Donc là, ça passe principalement, deuxièmement, par un rapport franco-allemand renforcé. Et là, il faut que Allemands et Français comprennent que le rapport de force de base de l'Union européenne, c'est quand même cette entente franco-allemande. Ça ne doit pas se limiter au franco-allemand, mais le franco-allemand, c'est le rapport de force. Et là, c'est très important pour nous que nous soyons capables d'agir ensemble, sinon nous allons sortir de l'histoire. Premier dossier, la 5G. Est-ce que les Allemands et les Français font le même choix? Si on ne fait pas le même choix, on s'affaiblit. Et je dirais presque, en poussant un peu loin, mais quand même, c'est ma conviction, mieux vaut une décision commune, quelle qu'elle soit, plutôt que deux solutions, une solution allemande et une solution française pour la technologie. En résumé, nous entrons dans une phase où la grande question de ce rapport de force à deux, ça va être le rôle de la troisième puissance, l'Europe, et l'Europe sera-t-elle à la hauteur de son histoire? Elle a une opportunité exceptionnelle aujourd'hui. Est-ce qu'elle la saisira? Je l'espère. Merci, merci, Monsieur le Premier ministre. Je me tourne alors vers Monsieur Jean-Louis Chaussade. Monsieur le Président, partagez-vous cette analyse? Et si oui, quelles conséquences imaginez-vous que les élections américaines puissent avoir sur nos entreprises et notamment les évolutions des rapports de force entre les trois pôles de puissance mentionnés par M. Jean-Pierre Raffarin? Quelles conséquences sur nos entreprises vont-elles être obligées de choisir entre les États-Unis et la Chine? Et notamment, quelle aide pourrait leur apporter l'accord d'investissement qui est en négociation en ce moment entre Bruxelles et Pékin, notamment selon que la conclusion est plus ou moins rapide et selon que le contenu est plus ou moins favorable à nos entreprises. Que pensez-vous de tout cela, Monsieur le Président Chaussade? Bonjour à tous et merci de me donner l'opportunité de m'exprimer sur ce que je pense de la Chine et surtout du rôle des entreprises françaises en Chine. Bon, je partage complètement ce qui a été dit par Jean-Pierre Raffarin. Autrement dit, Biden va amener plus de prévisibilité. Il ne va pas changer en rien, à mon avis, comment dirais-je, le rapport de force qui existe aujourd'hui entre la Chine et les États-Unis. Comme ça a été dit, le premier s'inquiétant de la montée en puissance du second, à la fois du point de vue économique, du point de vue politique, et j'ajouterais du point de vue militaire. Et donc, dans ce monde compliqué de rapports de force qui ne vont pas cesser, et donc qui vont rester très forts, avec des rapports de force et des tensions, à mon avis, très fortes, les entreprises européennes sont évidemment confrontées à une difficulté auquel elles veulent absolument échapper, qui serait de choisir entre l'un et entre l'autre. Je prends souvent cet exemple. Si vous demandez à une entreprise entre les États-Unis et l'Iran, qu'est-ce que vous faites? On l'a vu, toutes les entreprises ont choisi les États-Unis. Mais si vous demandez à une grande entreprise européenne, doit-elle choisir entre le marché américain et le marché chinois? Dans les deux cas, quel que soit le choix que vous feriez, ça serait une catastrophe économique pour la dite entreprise. Et je pense qu'il faut faire très très attention, en particulier sur tout ce qui est extraterritorialité, à ce que les méthodes américaines qui ont consisté à punir en permanence les entreprises, en particulier chinoises, qui les inquiétaient du point de vue stratégique, il faudrait faire attention que la Chine, qui s'y prépare
ne fassent pas la même chose et que donc que les entreprises ne se trouvent pas confrontées, les entreprises européennes ne se trouvent pas confrontées à un choix absolument impossible qui de toute façon serait catastrophique pour elles. Et donc cette montée des extraterritorialités doit être combattue et elle ne peut être combattue qu'au niveau européen. Et là, je partage tout à fait aussi l'avis de Jean-Pierre Raffarin. Si on veut avoir des entreprises fortes, il faut qu'on ait une Europe forte avec non seulement des décisions politiques, mais par exemple des décisions sur les normes. Vous avez parlé, Jean-Pierre, de la 5G, par exemple. Ben, derrière la 5G, il y a toute une série de normes, de concepts qui fait que si on laisse les Chinois ou les Américains d'ailleurs rentrer totalement chez nous, ben, nous allons progressivement, des pans entiers de notre économie vont dépendre des technologies chinoises. Alors, vous avez parlé de l'accord européen qui est en discussion. Je rappelle que donc c'est un accord européen dit sur la protection des investissements réciproques de la Chine en Europe et des pays européens en Chine. Je rappelle que chaque pays européen, chacun des 27, a des accords avec la Chine, mais qu'il n'y a pas d'accord européen et que cette discussion date à peu près de 2013, donc ça fait à peu près 7 ans que nous sommes en discussion avec plusieurs difficultés qu'il faut avoir en tête. La première qui était le problème du périmètre, c'est-à-dire quel était le périmètre de l'accord. Au début, les Chinois disaient protection des investissements. Donc, une fois que vous avez investi dans le pays, on protège vos investissements. Et les Européens disaient non, non, nous, on veut que ça soit post et prêt. Autrement dit, quelles sont les conditions qui permettent à une entreprise européenne de rentrer sur le marché chinois, avec toute une série de discussions sur l'ouverture de ces marchés aux entreprises françaises, parce que comme vous le savez, sur le marché chinois, il y a ce qu'on appelle des state-owned entreprises, donc des entreprises d'État qui ont un certain nombre de prérogatives et de droits. Et donc, établir un équilibre ou une égalité des chances sur le marché chinois est très important. Et je termine en disant que c'est d'autant plus important qu'au jour d'aujourd'hui, le marché chinois est pour les entreprises européennes probablement le plus gros marché existant, qu'en outre, c'est un marché extraordinairement technologique, on y reviendra sûrement, que c'est un marché sur lequel l'Europe ne peut pas être absente. Donc, Joe Biden va rendre les choses globalement plus prédictives, mais il ne va en aucun cas, son élection ne va en aucun cas réduire les tensions et nous n'arriverons à sortir notre épingle du jeu que si nous donnons une puissance économique et politique à l'Europe. C'est ça que je partage avec Jean-Pierre Raffarin. Oui, d'ailleurs, à cela s'ajoute le fait que le marché chinois est un marché dont les perspectives sont exceptionnelles de dynamisme et avec la manière différente dont nous réagissons à la pandémie, on voit bien que le marché chinois, c'est le principal espoir des prochaines années et de loin. Et donc, ça va encore amplifier l'intérêt de ce marché. Alors, je me posais une autre question qui me tient à cœur d'ailleurs. C'est que il faut parvenir à intégrer la Chine dans un minimum de consensus international. Et c'est vrai que la Chine s'est intégrée jusqu'à présent en se fondant largement sur la reprise de recettes occidentales. Fondamentalement, la Chine a énormément importé de manière de faire développées en Europe et aux États-Unis tout au long des 40 dernières années. Simplement, aujourd'hui, c'est vrai que plus elle s'impose sur la scène mondiale, plus elle apporte des innovations originales proprement chinoises. Et n'est-ce pas, tout ce qu'elle reprend à l'Occident, elle le customise en quelque sorte, elle en fait
une importation à caractéristiques chinoises, comme on dit. Et donc, simplement, cet apport proprement chinois, en même temps, c'est un enrichissement. Donc, pourquoi ne trouvons-nous pas les possibilités d'accueillir à bras ouverts ces enrichissements que la Chine est susceptible de nous apporter, même si, évidemment, c'est vrai aussi que dans ces caractéristiques chinoises, il y a des éléments dont nous ne voudrions pas. Et donc, mais je me dis que c'est quand même une perspective à long terme qui permettrait de trouver une sorte de synthèse entre la Chine et le reste du monde, et que, eu égard à l'extraordinaire originalité de la civilisation chinoise, on a tout intérêt à trouver le moyen d'accommoder les deux apports. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Évidemment, je reconnais que c'est une question un peu philosophique et générale, mais enfin, malgré tout, c'est la clé pour le reste de notre, pour le reste enfin, l'avenir. C'est la clé pour l'avenir. Et donc, qu'en pensez-vous, monsieur le Premier ministre? Qu'est-ce que cela vous inspire? Ça m'inspire qu'il ne faut pas, cher ambassadeur, rechercher sur des sujets comme cela l'utopie. De toute façon, le commerce, c'est quand même une bataille. Et le commerce avec la Chine, c'est une bataille permanente. Donc, on peut s'aimer, on peut se respecter, on peut avoir toutes les plus belles stratégies possibles. Il n'empêche que le matin, quand on se lève, c'est un rapport de force, et le soir, quand on se couche, c'est un rapport de force. Interroger toutes les grandes entreprises qui sont en Chine, c'est pas un long fleuve tranquille. J'ai vu un certain nombre de conseils d'administration d'entreprises entre des Français et des Chinois, et à chaque fois, sur chaque parole, c'est quand même un rapport de force, et ça se passe dans l'usine, et ça se passe sur le chantier, et au fond, on voit bien que les limites que vous posez, parce qu'à la fois, vous dites, on a de l'intelligence ajoutée, et il faut naturellement en profiter, mais d'autre part, cette intelligence vient en grande partie de chez nous, et il faut aussi protéger notre intelligence. La seule façon, c'est d'avoir un rapport de force permanent, une relation de confiance, mais quand même la capacité d'agir et de ne pas être systématiquement un petit poussé qui va être obligé de tout avaler. C'est ça, je crois, notre vrai problème. Le marché chinois pour nos entreprises est un marché impératif. On n'est pas mondial si on n'est pas en Chine. Donc, la question, ce n'est pas de savoir s'il faut aller en Chine ou pas aller en Chine. Pour être mondial, il faut être en Chine. Et pour ne pas perdre toute son capacité de souveraineté et d'autonomie et de création, il faut pouvoir fixer un certain nombre de limites. Et ces limites sont certes fixées, messieurs les avocats, par le droit, mais aussi un peu par le rapport de force. Et il faut avoir cet équilibre du droit et du rapport de force. Donc, ce que je vois qu'au niveau européen, le leitmotiv, c'est dire plus de naïveté. Je ne crois pas que ni Mitterrand ni Chirac étaient vraiment des très grands naïfs. Donc, je ne crois pas qu'on ait eu un passé naïf. Mais je crois en revanche que quelquefois, dans des systèmes économiques différents, on passe un contrat et le contrat, il est stable, le contrat, il est durable et le contrat, c'est une référence qui, d'une certaine manière, apaise la relation de travail au lendemain de la signature. Là, c'est différent. Le contrat est biologique, il est vivant, il a sa vie. Et le lendemain de la signature du contrat, on peut bouger avec le contrat parce qu'on est dans une société où la norme est vivante et où ça bouge. Et donc, on voit bien que là, il y a des difficultés de compréhension d'abord, mais au fond, il faut regarder les choses en face, c'est la capacité d'avoir des relations équilibrées. Et c'est, je crois, ce qui est très important dans la relation entre l'Europe et la Chine, c'est d'avoir cette notion d'équilibre. Et l'équilibre, c'est limité par le rapport de force. Parce qu'il y a un moment, la tentation, c'est naturellement
de provoquer le déséquilibre à son avantage. Et donc, il faut être attentif à cela, mais c'est la relation commerciale, c'est la relation notamment avec la Chine. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on soit conscient qu'on ait besoin de rapports de force et qu'on joue tous nos atouts. Aujourd'hui, regardez les grandes entreprises françaises qui sont en Chine, on a de très, très belles réussites. Et heureusement, parce que le moteur de croissance, il est là-bas encore maintenant et encore plus qu'avant. Cette année, en 2020, la seule économie qui va connaître la croissance, c'est l'économie chinoise. Et tous nos grands groupes ont besoin de ce moteur-là. Donc, on a besoin d'être en Chine, mais on ne peut être en Chine qu'avec deux armes, le droit, la force au service de la qualité des produits, de cette exigence des services. Et donc, quand vous voyez ce qu'ont fait nos grandes entreprises de l'eau, je parle sous le contrôle de Jean-Louis Chaussade, mais quand on voit les innovations qu'ils ont trouvées là-bas, qui servent après aussi dans notre pays sur des services nationaux, je trouve que ces marchés-là se sont développés, mais ils se sont développés avec des entreprises qui se sont donné les moyens d'être implantées en Chine, de peser en Chine. Et quand je vois que l'équipe de Jean-Louis Chaussade a des responsabilités souvent dans des conseils aux maires, par exemple. Ils entrent dans les institutions chinoises. Et il y a beaucoup d'entreprises françaises et beaucoup de patrons d'entreprises françaises qui sont partenaires d'institutions commerciales ou financières chinoises, ce qui nous donne des rapports de force positifs. C'est ce rapport de force-là, avec de la solidarité entre les Français qui sont dans des situations de pouvoir, pour essayer de faire en sorte que nos relations soient des relations de business difficiles, comme avec les Américains. Hein. Ce n'est pas plus dur en Chine qu'aux États-Unis, comme avec les Américains, mais ce n'est pas un monde de bisounours. Oui, Jean-Louis Chaussade. Oui, je pense que le Premier ministre a très bien expliqué la situation. Moi j'ajouterais les points suivants. Effectivement, le marché chinois, 1,3 milliard d'habitants, est un marché le seul en 2020 qui sera en croissance, mais d'une manière générale en forte croissance depuis les 30 dernières années. Donc c'est un marché gigantesque et pour des entreprises européennes, c'est un marché absolument indispensable. Le sujet principal sur lequel il va falloir et sur lequel il faut travailler, c'est le rapport à l'innovation. C'est-à-dire, nous avons, nous, entreprises européennes, beaucoup innové en Europe, et puis ces innovations, nous les avons utilisées en Chine. La Chine, aujourd'hui, elle produit des innovations, soit par ses propres entreprises, soit par les entreprises européennes ou américaines qui sont installées en Chine. Et donc, ce mouvement est absolument indispensable parce que la taille du marché chinois fait que la capacité d'innovation que nous avons aujourd'hui en Chine est très supérieure à la capacité d'innovation que nous avons en Europe, qui est un marché beaucoup plus mature. Et cet aller-retour entre la technologie que nous avons développée en Europe pour la mettre en Chine et que nous améliorons ou développons de manière différente en Chine pour ensuite la réamener en Europe, et ce mouvement de balancier aller-retour est absolument indispensable. Indispensable pour la bonne santé des entreprises et leur développement mondial. Et alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que nos innovations, nos recherches, nos développements soient très bien protégés. Et d'ailleurs, c'est un des aspects des accords que l'Europe essaye de mettre en place avec la Chine, et d'ailleurs de ce point de vue-là, nous sommes plutôt des alliés des Américains, c'est que nous voulons que nos technologies, quand nous les introduisons en Chine, soient parfaitement protégées, et nous voulons en particulier éviter que nous ayons l'obligation de transmettre gratuitement nos technologies à des entreprises chinoises qui demain peuvent devenir concurrentes. Donc, il y a de ce point de vue-là, le côté absolument nécessaire de l'implication des entreprises européennes en Chine pour leur propre développement et leur bonne santé. Et en même temps, il faut imaginer qu'il faut avoir une protection forte de nos investissements
en particulier nos investissements d'innovation, de manière à ce que nous avons trouvé, ce que nous avons développé, ne soit pas plagié ou copié. Donc ce mouvement-là, ce double mouvement-là est un mouvement tout à fait indispensable. Et je voudrais ajouter que nous n'avons pas parlé d'un des points clés du changement lié à Joe Biden, qui est le fait qu'il va réintégrer l'accord de Paris. C'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est évidemment une bonne nouvelle pour la planète, parce que ça veut dire que les Américains, les Européens, les Chinois vont aller dans la même direction pour réduire les gaz à effet de serre et les conséquences sur la température mondiale. Mais à court terme, ce n'est pas forcément une très bonne nouvelle, parce que ça veut dire que les Américains qui étaient bridés, les entreprises américaines qui étaient bridées dans le domaine de l'environnement vont se déployer, et elles vont essayer de se déployer en particulier en Chine, et la Chine va devenir aussi un théâtre de concurrence, j'allais dire franco-américano-chinois, car ce grand marché intéresse évidemment beaucoup aussi des entreprises américaines. Tout ça pour dire que véritablement, nous sommes à une croisée des chemins. À nouveau, le Premier ministre a dit nous sommes dans un monde de rapport de force. Le rapport de force entre l'Europe, la Chine et les États-Unis, ce rapport de force va continuer à se produire et à des niveaux d'intensité probablement que nous n'avons jamais connus. Et derrière tout ça, nous ne résisterons en tant qu'Européens que si nous sommes capables d'avoir une vision unifiée, que ce soit de nos marchés, que ce soit de nos normes, que ce soit d'ailleurs de nos entreprises. Merci beaucoup, merci. Alors, il se trouve que pendant que ce débat se déroulait, la salle virtuelle est intervenue. J'ai plusieurs questions. Alors, la première question, elle porte sur l'accord commercial qui a été signé la semaine dernière entre les 15 pays d'Asie de l'Est, hein, c'est-à-dire les 10 de l'ASEAN, plus la Chine, l'Australie, le Japon, la Corée du Sud et puis probablement la Nouvelle-Zélande. Donc, cet accord, nous dit celui qui pose la question, cet accord, ça ouvre beaucoup plus largement les perspectives que le seul marché chinois. Effectivement, c'est un accord très significatif. Et donc, est-ce que vous avez des réactions sur ce sujet, sur l'importance considérable de cet accord, Monsieur le Premier ministre? Écoutez, très rapidement, deux choses. D'une part, bon, on explique partout que la Chine a de mauvaises relations avec ses voisins, qu'elle est en compétition avec tous, le Vietnam, la Corée, le Japon, l'Australie même. Il y a des tensions et on voit que malgré ces tensions, l'Asie de l'Est, ça existe. Et le rapport de force là s'établit aussi et ils arrivent à un accord de libre-échange. Donc, je crois qu'il faut quand même qu'on soit prudent dans nos analyses et qu'on fasse preuve de lucidité. L'Asie s'organise, la Chine pose un problème à un certain nombre de pays, mais au total, ils arrivent à surmonter tout ça et ils choisissent plutôt la coopération plutôt que l'affrontement ou la solitude. Donc ça, c'est un point quand même très important pour notre observation. Et la deuxième chose qui est assez préoccupante, c'est que les États-Unis avaient eu cet objectif. Et c'était la présidence Obama. Et finalement, il y a eu ici un recul et on voit systématiquement que les États-Unis font des reproches à la Chine, mais la Chine, en l'occurrence, elle profite des désengagements des États-Unis. Quand on lui reproche d'être trop puissante à l'OMS, qui a quitté l'OMS? Ce sont les États-Unis. Qui a quitté? Il y a un numéro 2 aujourd'hui à l'UNESCO. Qui a quitté à l'UNESCO? Les États-Unis. Et là, dans cette zone pacifique, on voit que cette politique n'a pas été suivie du côté américain et donc quand il y a des opportunités, la Chine les saisit.
il est clair que la Chine, ce n'est pas un partenaire maladroit, c'est un partenaire qui sait où sont ses intérêts et que quand il a une opportunité pour avancer, si les autres reculent, il avance. Et donc ça, je pense qu'il faut qu'on ait quand même ça vraiment en tête. Et je voudrais ajouter un point, parce que c'est une illustration, cet exemple de cet accord à 15, c'est en fait que la situation américaine est en train de devenir incertaine et que cette logique un peu maintenant sur la présidentielle de yo-yo, c'est-à-dire qu'un président défait ce que l'autre a fait, ça va donner une forme d'instabilité à laquelle on n'était pas habitué vis-à-vis des États-Unis. Et donc là, on se retrouve dans une situation où, à nouveau, la Chine va pouvoir profiter d'une certaine manière de l'élément stabilité, bien sûr, avec son régime qui lui donne cette constance, et face à elle, des États-Unis qui vont être en courant alternatif. Et donc, parce qu'on voit bien que le Parti républicain a perdu le match présidentiel, mais n'a pas perdu vraiment l'élection complètement. Les 73 millions d'électeurs de Trump, c'est quelque chose, c'est très important, c'est une performance électorale pour le Trumpisme. Et donc les républicains au Sénat espèrent encore avoir la majorité et vont continuer à pousser leur thématique politique, et donc et notamment sur les relations internationales et contre la Chine. Dans ce contexte-là, on va avoir des États-Unis qui sont quelque peu incertains. Donc ça va nous rendre encore les choses un peu plus difficiles. Mais en résumé, en effet, comme le dit notre participant, il ne faut pas regarder la Chine seule, il faut regarder la Chine dans son environnement. On avait déjà l'ASEAN, là on a un accord à 15, et donc c'est un des éléments très importants pour voir que le moteur du monde s'organise. Bah, écoutez, oui, monsieur si je Chauzin, peux oui, faire un commentaire, bien sûr. rapide sur cet accord. Bon, d'une part, il faut en mesurer le contenu. Je ne répéterai pas ce qu'a dit Jean-Pierre Raffarin, hein, qui est ce que je partage aussi, mais je pense qu'il faut qu'on regarde le contenu. Je crois que le contenu est pour l'instant assez limité, mais parce que, en particulier, le Japon, l'Australie étaient assez réticentes. Et donc, la Chine a préféré un accord de nature un peu faible, mais qui englobe les 15 pays que vous avez cités. Si vous voulez, sur le plan économique, en fait, c'est un premier caillou sur un jalon de plus long terme. Nos amis chinois, ils sont capables de travailler à 15-20 ans par opposition à nos amis américains, comme ça vient d'être dit. Oui. Et je pense que ce qui est important, c'est moins le contenu de l'accord que le principe de l'accord lui-même. Le principe de l'accord, c'est que finalement, dans le monde asiatique aujourd'hui, le poids économique de la Chine est tel qu'aucun pays, même la Nouvelle-Zélande, même l'Australie et pas le Japon, aucun de ces pays ne peut imaginer un développement économique et même un développement politique sans une participation de la Chine. Et ce mouvement a été évidemment extraordinairement accentué par le retrait des États-Unis qui, comme Jean-Pierre Raffarin l'a dit, étaient en fait, avaient proposé, exactement un schéma complètement similaire, mais dans lequel ils étaient présents. Et ça veut dire que c'est à la fois l'affaiblissement politique des États-Unis en Asie par leur retrait, je dirais, unilatéral, mais c'est aussi un indicateur puissant que les économies asiatiques pensent qu'elles ont un avenir commun. Elles vont le construire à leur manière, mais ça renforce encore l'idée forte que s'il n'y a pas une Europe unie, en tout cas en termes économiques, voire en termes politiques, on aura du mal à résister à ces alliances. Hein. N'oublions pas que l'Asie, dont on vient de parler, c'est presque, pas tout à fait, mais presque 2 milliards d'habitants. C'est le tiers, un peu moins du tiers de la planète. Et ça représente beaucoup plus que nos 450 millions d'habitants européens. Oui. Alors, les questions se pressent dans notre salle virtuelle. J'en ai une qui anticipe un peu la poursuite de ce webinaire. Elle porte sur les conséquences prévisibles que l'on peut imaginer que l'évolution de la Chine et des États-Unis
peuvent avoir sur le ralentissement de la coopération entre la Chine et l'Afrique. N'est-ce pas, la pandémie de Covid-19 a ralenti, semble-t-il, la coopération entre la Chine et l'Afrique. Qu'est-ce que ces évolutions risquent d'avoir comme effet pour ce qui nous concerne? Alors, lequel d'entre vous veut Monsieur répondre à Chaussade, cette question? merci. Allez-y, allez-y. Très bien. Alors, d'abord, je constate qu'il y a très très peu d'entreprises européennes ou françaises qui sont à la fois très puissantes en Chine et qui ont des coopérations avec les entreprises chinoises très importantes en Afrique. Tout simplement parce que les entreprises européennes et en particulier françaises qui se sont développées en Afrique l'ont fait dans des périodes et avec, j'allais dire, des coopérations qui sont liées à l'histoire de la France et de l'Afrique, alors que la Chine, elle, a débarqué en Afrique avec l'idée que d'abord elle proposait ses financements qui lui permettaient de s'implanter et en contrepartie, elle avait le droit à l'accès à des matières premières de différentes natures. Donc, je dirais que il n'y a pas, chaque fois que nous avons essayé de faire travailler des entreprises françaises à la fois avec des entreprises chinoises et avec l'Afrique, ça reste très compliqué. Je pense que s'il y a coopération, elle viendra du fait que la Chine est en train quand même de se rendre compte que l'Afrique est un continent extrêmement complexe, qu'il ne suffit pas de lui donner de l'argent, qu'il faut avoir aussi un peu d'histoire et de compréhension de l'histoire africaine pour pouvoir développer des relations harmonieuses. Donc, je dirais que Covid ou pas, les relations entre la Chine et l'Afrique et l'Europe, c'est un sujet qui est en train de grandir, qui va continuer à grandir. C'est un sujet où des coopérations sont possibles, mais c'est un sujet qui balbutie encore à cause des histoires, j'allais dire, récentes de la relation de l'Europe avec l'Afrique et de la Chine avec l'Afrique. Oui. Oui, je suis sur la même ligne que Jean-Louis Chaussade. Jacques Chirac, quand on parlait de la Chine, me disait toujours « Fais attention, hein, ils sont aussi intelligents que nous et ils travaillent beaucoup plus. Donc, ils forcément très vite. » Et donc, et c'est vrai sur l'Afrique. Sur l'Afrique, comme le dit justement Jean-Louis Chaussade, ils se rendent compte des problèmes qu'ils ont. Et donc, ils sont assez demandeurs de partenariat avec l'Europe et avec la France. Souvenons-nous qu'on a eu un accord de 2 premiers ministres, c'était du temps de Manuel Valls, avec Li Keqiang, pour faire un sommet à Dakar, tripartite, Afrique, France et Chine. Et ce sommet n'a pas eu lieu, était reporté, il y a beaucoup de difficultés d'organisation, liées en grande partie à ce que disait Jean-Louis Chaussade, c'est-à-dire que ce ne sont pas forcément les mêmes entreprises et que nous avons un peu nos spécialistes Afrique qui ne sont pas forcément les spécialistes Chine. Donc, on est un peu dans cette difficulté. Mais moi, je pense qu'il faut quand même qu'on aille plus loin que ça. Et donc, toute la difficulté est que nous devons aider les Chinois à avoir de meilleures relations avec l'Afrique parce que nous avons besoin du développement de l'Afrique et nous n'avons pas les moyens d'assurer ce développement seuls. Regardons la vérité en face, qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un certain nombre de projets africains qui auraient dû être financés par l'Europe et qui ne sont pas financés par l'Europe. Et qu'il y a une situation qui est une situation extrêmement dramatique avec près d'1 milliard de jeunes africains à intégrer dans la société mondiale d'ici 2050. Sinon, où vont-ils? Ils vont, comme ils font au Burkina actuellement, ils vont dans les réseaux terroristes. Et nous sommes dans cette situation aujourd'hui où il n'y a pas d'avenir, je dirais, heureux de l'Europe s'il y a un avenir malheureux de l'Afrique. Et donc, nous sommes obligés de regarder les choses avec une lucidité parfois cruelle, mais nous avons besoin de coopération en Afrique pour aider l'Afrique à coopérer. Et à ce moment-là, et je reviens à ce que dit Jean-Louis Chaussade, c'est que les Chinois n'ont pas forcément tout l'environnement des écosystèmes et naturellement de l'histoire nécessaire à avoir des relations stables avec l'Afrique. Donc,
il faut quand même penser que nous aurons à un moment ou à un autre besoin de mettre nos efforts en commun pour essayer de participer à un développement de l'Afrique. Parce que moi, je suis très préoccupé quand je vois, y compris des pays frères et amis comme les pays tunisiens, par exemple, où ils ont fait des efforts grâce à Bourguiba énormes en matière de formation, mais quand avec les jeunes Africains, comme avec les jeunes du monde entier, vous leur donnez une formation et que vous ne leur donnez pas d'emploi, vous en faites des désespérés. Et que ces désespérés-là, naturellement, aujourd'hui, ils trouvent un langage dans l'action terroriste qui est quelquefois un langage séducteur. Et en plus, ils peuvent trouver de l'argent. Et tous les trafics peuvent aller, sont complémentaires. Donc, on est dans une situation d'extrême urgence en Afrique. Et là, je crois qu'il faudra à un moment ou à un autre que les grandes puissances essaient d'avoir un peu de lucidité et pour ne plus considérer l'Afrique comme un terrain de chasse pour les uns ou pour les autres, mais comme une ambition de développement partagé et de faire en sorte que les milliards que nous investissons sur les 10 dernières années, les Chinois ont mis 120 milliards de dollars et les Américains 100 milliards. On voit quand même qu'il y a des sommes qui sont considérables. Si tout ça est fait de manière à peu près rationnelle, alors je sais bien que c'est un peu un rêve que de vouloir mettre de la rationalité dans tout cela, mais je pense que c'est quand même nécessaire parce que la situation de l'Afrique devient explosive. Et quand les conséquences de la Covid, ça va être assez terrible sur l'Afrique, parce que les conséquences sur la croissance vont être très fortes. Alors, je ne parle même pas de la pandémie, mais si on va voir quelle sera la nature de cette pandémie en Afrique, pour le moment, les choses apparaissent moins graves qu'on ne le craignait. Néanmoins, le rétrécissement de la situation du commerce international va impacter fortement l'Afrique. Donc, je pense que là, il y a quelque chose à penser stratégiquement et qui ne peut pas se penser sans les Chinois. Donc, on peut contester la manière dont travaillent les Chinois, on peut contester un certain nombre de choses, mais globalement, il faut penser à un avenir africain dans lequel les Chinois doivent être autour de la table, sinon, évidemment, on pourra manquer de moyens. Oui, oui. Merci, Monsieur le Premier ministre. Alors, il y a un de nos participants de la salle virtuelle qui voudrait vous interroger sur la fragilité croissante de la société américaine, la façon dont elle est en train de se diviser profondément et cet auditeur se demande si tout cela ne va pas avoir de graves conséquences sur la capacité des États-Unis vis-à-vis de la Chine. Est-ce que vous, Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous pouvez nous développer un peu votre pensée sur les perspectives de la cohésion fragile de la société américaine face à la Chine? Bon, d'abord, soyons prudents les uns les autres. Toutes nos sociétés sont fragiles. Je ne connais pas aujourd'hui de société, en dehors des régimes autoritaires, dans les démocraties, qui ne soient pas aujourd'hui des sociétés fragiles. Soyons conscients que nous, Français, on est toujours prêts à vouloir donner des leçons, mais nous-mêmes, nous voyons bien que notre société est extrêmement fracturée. Et c'est vrai de la société européenne comme d'un grand nombre de sociétés. Donc soyons tous très prudents parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui qui ne répond pas complètement aux attentes des populations et on se trouve dans des situations de fractures multiples, monde polyfracturé et ça c'est vrai aux États-Unis mais c'est vrai partout. Alors on ne sait pas quelle est la situation exacte en Chine. Par définition, les régimes autoritaires ne sont pas transparents pour cela. Il est clair ils ont probablement, comme les autres, des difficultés importantes. Et donc, soyons très, très prudents. Gouverner aujourd'hui, c'est très difficile. Dans la situation américaine, plusieurs choses. Premièrement, d'abord, un fait important pour la démocratie, c'est la place de l'outrance. Dans le temps, je disais, depuis Max Weber, il y avait ce concept de l'éthique de responsabilité et l'éthique de conviction. Et globalement, la responsabilité, c'était la limite qu'on accordait à la conviction. Et donc, si on voulait être un homme d'État, à un moment, il fallait prendre un comportement de responsabilité, quitte à sculpter un peu
voire modifier ses propres convictions. Donc, c'était la limite à ne pas dépasser. Et puis, bien maintenant, on a vu avec Trump que la logique du mensonge, de ce qu'on peut appeler la contre-vérité, le monde parallèle, finalement, on s'aperçoit que la démocratie vit avec l'outrance et que malgré toutes ces outrances, le président américain fait 73 millions de voix. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut admettre que c'est un phénomène un peu nouveau qui s'installe et qui fait que cette outrance devient quasiment banale. Et on le voit d'ailleurs dans le langage même des dirigeants politiques où la brutalité, maintenant, une forme de violence s'exprime. On l'a vu entre Erdogan et Macron, mais on le voit tous les jours avec Trump. Cette violence, quand la violence verbale est chez les chefs d'État, il faut se dire quel est le degré de violence des peuples. Et donc, c'est ce qui peut nous conduire à un moment à des tensions internationales. Mais cette outrance-là, quand même, pour le système américain, elle a quand même été battue aux élections. C'est-à-dire que nous qui ne sommes pas capables, dans notre brave pays, bon pays, grand pays, de faire voter plus de 20 et quelques % des Français à nos élections municipales, les gens adversaires de l'outrance sont sortis pour aller voter. Car il y en a 78 millions qui sont allés voter contre les 73 qui étaient pour l'outrance. Donc, le match démocratique avec la participation a quand même été gagné. Donc ça, c'est un point quand même très important qu'il ne faudrait pas masquer, c'est que l'outrance se banalise, mais l'outrance peut être battue. Je dis ça pour les extrémismes français qui voudraient avoir des espoirs. Il y a des possibilités quand même de battre l'outrance. Donc ça veut dire que le système démocratique, il a quand même pas mal d'inconvénients, mais il a quand même un avantage, c'est qu'il peut battre l'outrance. Alors ça, je crois que c'est un élément très important et qui doit nous redonner confiance un peu dans le système démocratique, dans ce qu'est la politique, et donc ce qui est pour nous l'essentiel, c'est en fait le vivre ensemble et comment mobiliser ce vivre ensemble. On voit quand même qu'il y a un certain nombre de sujets qui sont des sujets qui apparaissent comme des sujets d'un consensus mondial. On voit que la place des femmes, l'attachement à la planète, l'importance des sociétés civiles, on voit que dans toute société, il y a un certain nombre de phénomènes qui sont des phénomènes transnationaux. Donc, il y a peut-être un consensus là qui peut nous faire espérer qu'il y ait des valeurs supérieures à un moment pour dépasser un certain nombre de tensions. Cette cohésion nationale, cette cohésion sociale, on la voit quelquefois apparaître, même s'il y a beaucoup de fractures, je le disais, mais il y a quand même quelques lueurs d'espoir. Donc, en résumé, moi je pense qu'il ne faut pas se désespérer de la démocratie, il faut sans doute réfléchir à un certain nombre de réformes, peut-être pour nous. Le taux de participation à des élections, c'est une clé de la démocratie. Une démocratie avec une participation très faible, c'est extraordinairement fragile. Les Américains nous ont donné une très belle leçon. Sachons aussi recevoir les leçons et ne pas savoir qu'en donner. Et puis, au total, je pense que ce qui est important pour nous tous, c'est d'essayer de voir comment, au niveau international, on peut revenir à un consensus politique quelque ligne. Qui pense aujourd'hui à la Charte des Nations Unies, qui devrait être notre socle commun? Et au fond, on parle peu du socle commun. Même quand on parle de multilatéralisme, aujourd'hui, on dit un multilatéralisme à la chinoise, un multilatéralisme à l'européenne. Chacun a son propre multilatéralisme parmi les participants du multilatéralisme. Donc, il faut qu'on réfléchisse un peu tout ça. Mais je pense que pour surmonter les divisions, il faut des projets communs, il faut des convictions partagées, il faut des valeurs supérieures, il faut travailler ces questions-là. Et il y a quelques signaux qui ne sont pas des signaux tout à fait sans importance. Je me souviens quand j'étais Premier ministre, avoir vu des manifestations de lycéens assez massives par moment, qui étaient prêtes à casser des lycées, tout ça. Et j'ai retrouvé il y a 2 ans maintenant, une manifestation, je me promenais dans les rues de Paris, et je voyais la manifestation des jeunes qui est sur la planète, ils étaient des milliers dans les rues, et ils battaient pour la planète, c'était bon enfant, on se promenait à l'intérieur de la manifestation, je me disais quand même, il y a un progrès entre vouloir casser son lycée et défendre la planète, on est quand même dans quelque chose qui peut être positif. Et donc, je pense que toute notre stratégie aujourd'hui, c'est de mettre cette énergie formidable pour surmonter les fractures dans une direction partagée, dans une direction commune, dans une direction supérieure. Il y a quelques signaux pour ça, donc ne désespérons pas. C'est sûr que quand on voit
le résultat d'élection américaine, et notamment le fait que le président ne veuille pas quitter et respecter le résultat, c'est quand même pour nous tous préoccupant. Mais au total, l'outrance a été battue et donc vive la démocratie. Merci, Monsieur le Premier ministre, de ces propos volontaristes et optimistes. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un commentaire, Monsieur Jean-Louis Chaussade? Je pense que, enfin, je vais dire une banalité, parce que ce qu'a dit Jean-Pierre est tout à fait ce que je pense, c'est-à-dire que nos sociétés sont extrêmement fracturées. On le voit même à travers les entreprises. Donc, ces fractures sont certainement une des conséquences de la mondialisation qui a apporté beaucoup de richesses, mais probablement aussi beaucoup d'insatisfaction. On le voit bien on le voit bien aux États-Unis, mais on le voit aussi en Europe. Je pense qu'il y a un sujet d'insatisfaction qui monte et auquel il faut faire extrêmement attention avec notre mondialisation, c'est les migrations. La richesse d'un certain nombre de pays attire les plus pauvres, et donc ces migrations, sans parler des migrations qui pourront venir dans quelques dizaines d'années, voire avant, des problèmes environnementaux. Hein. On parlait tout à l'heure de l'Afrique. Personnellement, moi, je suis assez inquiet de la montée non seulement de la pauvreté en Afrique, mais aussi du fait que le changement climatique peut induire des mouvements considérables de population. Donc, dans ce monde fracturé, complexe, trouver des solutions n'est pas simple, mais moi aussi, je partage ce qui a été dit, c'est-à-dire que quand même, OK, Trump a eu 71 ou 72 millions de votes, mais Joe Biden, lui, il en a eu 76 ou 77. Il y a quand même 4 à 5 millions de votes d'écart entre les deux candidats, et quelque part, il est assez rassurant de voir que dans un grand pays comme les États-Unis, la démocratie continue à fonctionner malgré les fractures. Très bien, merci beaucoup. Je vois que vous partagez l'optimisme de Jean-Pierre Raffarin. Maintenant, nous arrivons au terme de notre séance introductive. N'est-ce pas? Nous avons, ce webinaire est consacré maintenant à développer cet impact des bouleversements que l'année 2020 a connus sur les rapports entre l'Europe, la Chine et les États-Unis, à développer tout cela dans deux domaines économiques particulièrement importants que sont l'économie digitale et l'aéronautique. Alors ces deux sujets vont faire l'objet des deux tables rondes qui viennent. Et nous aurons une troisième table ronde consacrée au rapport de la Chine, de l'Europe et des États-Unis avec l'Afrique. Et ça, ce sera donc la troisième table ronde. Alors, place maintenant aux tables rondes et merci à tous. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Et donc, allons aux tables rondes.